Voilà. Donc, je ne sais pas si les participants sont là, les auditeurs sont là. On a pris du retard parce qu'on avait un petit problème de configuration. Bonjour à tous. Alors, si vous voulez, vous pouvez chatter avec un bouton qui doit être visible quelque part pour échanger si vous avez des problèmes de son ou quoi que ce soit à vous à poser comme question. Nous avons donc nous allons démarrer la conférence et à l'issue de la conférence, vous pourrez poser les questions. On préfère faire en deux temps, hein. Donc très rapidement, j'espère que je ne parle pas dans le vide. Bon, très rapidement, comme on a pris un peu de retard, je vais présenter Jean-Michel Lamarre et puis vous parler très vite du programme à suivre. Donc d'abord, pour le programme, vous pouvez voir le programme sur le site web http://news.obs-mi.fr/agenda. Désolé, c'est un peu long. Ou alors vous allez sur le site web de l'Observatoire Midi-Pyrénées et puis vous trouverez l'agenda. Et la prochaine, alors on espère que ça sera en présentiel. Le prochain grand séminaire aura lieu mardi 22 septembre et c'est Éric Calais de l'École normale supérieure de Paris qui présentera une conférence intitulée Science et conscience dans la post-urgence du séisme de 2010 en Haïti. Donc c'est de la sismologie, tout un autre sujet. Donc, il sera présenté le 22 septembre. Et ensuite, nous aurons des conférences le 13 octobre, le 17 novembre, le 15 décembre. Et puis, on commence à programmer l'année 2021. On verra. Peut-être que celles de septembre-octobre seront également en visioconférence. On vous tiendra au courant. Donc, Jean-Michel Lamarre est astrophysicien. Il est docteur en physique, ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, l'ancien SUPAéro. Alors, il a mené les premières observations dans l'infrarouge du noyau de la comète de Halley depuis la sonde interplanétaire Vega. Il a été co-investigateur de l'expérience ballon Arome, qui a effectué la première mesure des hydrocarbures aromatiques polycycliques de notre galaxie. Il a été co-investigateur de l'expérience Émilie pôle Sud, donc le sujet d'aujourd'hui. Cette mission a permis la mesure de l'émission galactique dans le submillimétrique. Donc, il a été un des promoteurs historiques de la mission Planck, donc la grande mission Planck, dont il a été responsable de la partie instrumentale du projet instrument haute fréquence HFI, donc de cette mission. Et il a été également co-responsable du télescope de 2 mètres Pronaos, embarqué en ballon stratosphérique. Donc, il est directeur de recherche CNRS au laboratoire d'études du rayonnement de la matière en astrophysique, le LERMA, qui est un des laboratoires de l'Observatoire de Paris. Il a été d'ailleurs directeur du LERMA de 2002 à 2007. Et je terminerai par quelque chose un peu marginal, non, très important. Il a été co-signataire en 2012 d'une lettre dénonçant l'affaire Boldanov. Donc, vous avez sans doute entendu parler. Je crois que je vais arrêter là parce qu'on a pris déjà du retard et je vous laisse en compagnie de Jean-Michel Lamarre. À vous. Bien, merci Yves et bonjour à tous et désolé pour ce retard. Et je vais donc vous parler d'astronomie en Antarctique et en particulier de l'expérience Émilie. Ma conférence, il va y avoir deux thèmes principaux dans ma conférence. D'une part, l'expérience Émilie et son rôle dans l'ouverture du domaine submillimétrique à l'observation astronomique. Et d'autre part, l'Antarctique, l'endroit où cette expérience a eu lieu, et l'Antarctique avec son époque héroïque, sa géographie extrême, ses glaces et ses bases scientifiques. Alors, donc c'est là qu'on a fait nos premières observations submillimétriques, les premières observations submillimétriques
faite au pôle Sud, fin 1984. Et c'était l'expérience Émilie qui était soutenue en France par le CNRS et l'INAG, c'était l'INSU de l'époque, et aux États-Unis par le programme antarctique américain, qui était une émanation de la NSF, et avec des gens de l'université du Delaware, et en particulier Martin Pomerance, qui est le grand pionnier de l'astronomie en Antarctique. Alors l'équipe française, c'était ces 6 personnes ici. Je ne sais pas si vous voyez oui, vous voyez peut-être la flèche, si je la bouge assez lentement, la flèche de mon ordinateur. Et donc, ces 6 personnes qui s'occupaient essentiellement de l'instrument, alors que la partie que les Américains faisaient le lien avec tout ce qui était logistique, ce qui n'est pas une petite chose en Antarctique. Alors, le domaine, un mot sur le domaine submillimétrique. Ce graphique ici représente la transmission atmosphérique entre 1/100 de nanomètre de longueur d'onde et 1 kilomètre de longueur d'onde. Tout ce qui est en marron, c'est là où l'atmosphère est opaque, et en bleu, il y a là où l'atmosphère transmet, ou transmet plus ou moins bien. Par exemple, le domaine visible, là où il y a l'arc-en-ciel, entre 100 nanomètres et 1 micron, eh bien, là où il y a l'arc-en-ciel, ça transmet. Par contre, dans l'infrarouge, à côté, l'atmosphère transmet moins bien. Et l'autre grande fenêtre qui transmet bien, c'est le domaine radio. C'est d'ailleurs, évidemment, historiquement dans le visible qu'on a commencé à faire de l'astronomie. Et il a fallu attendre après la Seconde Guerre mondiale pour que la radioastronomie se développe. Il a fallu attendre que les techniques soient là, et en particulier les techniques radar, puisque les premiers radiotélescopes ont été des écrans radars. Pour les autres longueurs d'onde, eh bien, il a fallu attendre qu'on puisse accéder dans l'espace. Je pense à l'ultraviolet, les X et les gamma. Et ça, dès qu'on a pu, c'est-à-dire dès la fin des années 60, eh bien, dès la fin des années 60, bien, on a envoyé des satellites observant dans ces domaines de longueur d'onde. Pour le submillimétrique, on a aussi la possibilité, bien que l'atmosphère soit essentiellement opaque, d'aller dans quelques sites exceptionnels dans lesquels l'atmosphère est particulièrement sèche, et des sites hauts, placés en altitude. Et j'en cite quelques-uns, les plus connus, qui sont l'île d'Hawaï, le pôle Sud ou le désert d'Atacama. Et on se trouvait en plus avec une difficulté technique, c'est que le submillimétrique, n'intéressant absolument pas l'industrie ni d'ailleurs les militaires, eh bien, c'était un véritable désert technologique et il fallait tout mettre au point. Il n'y avait qu'une seule chose qu'on voyait émerger au début des années 70, c'était que les bolomètres à très basse température promettaient d'être des détecteurs très sensibles. Et pourtant, ce qui était accessible au niveau scientifique dans le domaine submillimétrique, on savait que c'était des choses très importantes. Puisque cette fenêtre est particulièrement favorable à l'observation du rayonnement fossile, où on peut regarder, en fait, ce qu'on observe avec le rayonnement fossile, c'est le rayonnement émis seulement 400 000 ans après le Big Bang, et on observe l'univers tel qu'il était seulement 400 000 ans après le Big Bang. Et on peut en faire la cartographie. Et donc, c'est un sujet majeur pour l'astronomie et un domaine privilégié. Un autre objet observable, et tout ça c'était identifié dès les années 70, c'était les poussières froides dans le milieu interstellaire. Froide, ça veut dire quelques dizaines de Kelvin seulement. Une ou quelques dizaines de Kelvin. Des températures comme ça, eh bien, ça émet non pas l'émission thermique de ces poussières, sont non pas dans l'infrarouge, mais dans le domaine submillimétrique. Alors,
pourquoi ces poussières, c'est important? Eh bien, c'est que ça nous permet de tracer le milieu interstellaire qui joue un rôle essentiel dans la formation des étoiles et dans l'évolution des galaxies. Et c'est pourtant dans l'espace qu'ont commencé les premières observations françaises dans le domaine submillimétrique, avec l'expérience Aglaé, qui était l'initiative de Guy Serra, un Toulousain, et qui travaillait au CESR, qui est maintenant une composante de l'IRAP, à Toulouse. Et son objectif, c'était la mesure de l'émission de notre galaxie à 110 microns, en deux bandes à 110 microns, et autour de 180 microns. C'est une expérience qui a très bien fonctionné dans les années 75 à 80. J'en viens à Émilie, qui est donc d'une certaine façon le successeur d'Aglaé, mais au sol. Et il s'agissait, avec Émilie, d'essayer de faire de l'astronomie submillimétrique depuis le sol. Avec un objectif scientifique qui était simple, qui était aussi de mesurer l'émission de notre galaxie, mais cette fois-ci aux alentours de 800 microns de longueur d'onde. Il faut dire qu'il y avait, ça paraît très simple d'avoir cette mesure globale, il y avait très peu de mesures faites dans le domaine submillimétrique ou millimétrique, et on allait à la pêche. Et pour faire cette espèce de premier test, eh bien, on a envisagé d'avoir un instrument modeste, c'est-à-dire un télescope de 50 cm de diamètre seulement, et avec, ceci dit, des bolomètres. La partie un peu compliquée, c'était des bolomètres à basse température et la façon de les refroidir à seulement 1 Kelvin, c'est-à-dire 1 degré au-dessus du zéro absolu. Alors, voici l'expérience Émilie. Elle fait les dimensions, c'est 2 mètres 50 de haut, 2 mètres 50 de long. Pour observer différentes parties du ciel, on observait un célostat, c'est-à-dire un miroir plan qu'on peut orienter pour réfléchir différentes parties du ciel et réfléchir vers ce miroir sphérique qui forme l'image du ciel à l'intérieur de la boîte optique, qui est la boîte bleue. Vous ne voyez pas la flèche qu'il y a sur mon écran, donc j'arrête de l'armer, ça sert à rien. Par contre, vous voyez la boîte bleue qui est en bas au milieu de l'image, et la lumière est réfléchie et rentre dans le cylindre blanc qui est un cryostat et qui contient de l'hélium liquide sur lequel on fait baisser la pression pour baisser sa température et qui permet de refroidir les bolomètres à 1 Kelvin. Un mot des bolomètres, ce sont des détecteurs en principe très simples puisqu'ils sont chauffés par le rayonnement incident et on mesure leur élévation de température. Je vous interromps juste, Jean-Michel, la flèche, on la voit bien. Hein. Ah bon, ben moi je ne la vois pas sur mon petit écran, sur ma petite recopie. Alors allons-y. Moi je la vois. Eh bien, merci Yves. Alors je continue à parler des bolomètres et pourquoi on les refroidit à très basse température. Eh bien, d'une part, ça permet de réduire la capacité calorifique des matériaux à quelque chose de très très bas. Donc même un flux très faible suffit pour faire changer la température de façon significative. Et le thermomètre qui est collé à l'absorbeur peut mesurer avec une bonne précision cette élévation de température. Et par ailleurs, les bruits thermiques et électroniques sont réduits par les basses températures. Par exemple, à 1 Kelvin, on peut obtenir une sensibilité d'un 10 millionième de milliardième de watts pour 1 seconde de temps de mesure. Et si on fait l'effort de descendre 10 fois plus bas en température, c'est-à-dire seulement 1 dixième de degré au-dessus du zéro absolu, eh bien, on peut avoir une sensibilité 1000 fois meilleure. Donc ça, c'est pas beaucoup comme puissance et ça permet d'aller très bas grâce aux basses températures, ce qui fait une bonne
transition vers le second thème, qui est l'Antarctique. Alors, l'Antarctique, c'est un continent de 14 millions de kilomètres carrés. Alors, 14 millions de kilomètres carrés, c'est plus que l'Europe, c'est plus que les États-Unis. C'est quelque chose de considérable. Et c'est le continent le plus haut, le plus froid, le plus désert, et il est quasiment totalement enfoui sous la glace et balayé par des vents qui peuvent atteindre plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. Voici la carte précédente, qui était une carte proposée par la NASA à partir d'images satellites d'origine diverse. Et voici la carte de géographie physique que propose également la NASA. Et vous remarquerez que vous avez remarqué qu'on met le haut de la carte vers le méridien de Greenwich, et on appelle ça, en Antarctique, on appelle ça la direction du nord. Parce que, évidemment, quand on est au pôle sud, et quelle que soit la direction dans laquelle on s'éloigne du pôle sud, on va vers le nord. Mais par convention, le nord, c'est la direction du méridien de Greenwich. Et tout ce qui est à droite de cette ligne, c'est l'Antarctique de l'Est, qui est un haut plateau glaciaire, un haut plateau. Alors peut-être que vous ne voyez pas tous les lignes de niveau qui sont ici. Mais cette dorsale ici, au centre de l'Antarctique Est, monte jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Et puis la partie gauche, c'est l'Antarctique Ouest. Et ce qui sépare les deux, c'est la chaîne transantarctique ici, les sommets qui montent à 4000 mètres et plus de 4000 mètres. Le pôle sud, ici, est à 2800 mètres d'altitude. Et vous voyez que sur cette carte, il y a aussi des parties blanches et des parties grises. Et tout ça, sur la carte satellite, c'est en blanc, hein, c'est couvert, c'est de la glace. Ce qui est en blanc, ça représente la partie de la calotte glaciaire qui s'appuie sur le socle rocheux du continent. Tandis que la partie grise, ce sont des parties de la calotte glaciaire qui flottent sur l'océan Arctique. Et ce ne sont pas des petits morceaux, hein, parce que si vous vous rappelez de l'échelle dont on a parlé, par exemple, ce qui est la plateforme de glace, hein, on appelle plateforme de glace à partir du manteau de glace qui flotte sur un océan. Cette plateforme de glace, ice shelf en anglais, ici, la plateforme de Ross fait environ la surface de la France. Hein, ce sont des choses absolument considérables. Maintenant, si vous regardez l'Antarctique avec un satellite, en réalité, vous voyez non pas la carte de la NASA, mais vous voyez ça. C'est-à-dire, vous voyez quelque chose qui est un grand continent blanc, qui fait à peu près le double de surface, le double des 14 millions de kilomètres carrés dont je vous parlais, et dont la surface varie avec la saison. Ici, c'est l'extension maximum. On est à la fin de l'hiver austral. Et si on revient à la fin, cette fois-ci à la fin de l'été austral, eh bien, cette glace sur la mer, c'est ce qu'on appelle la banquise, qui est quelque chose de très différent des plateformes de glace, a presque totalement fondu, sauf quelques petits restes, en particulier ici, dans la mer de Weddell. Alors, vous voyez que c'est grâce à ça, eh bien, on peut accéder au continent antarctique par bateau. Et on a pu le faire dès le 19e siècle. Par contre, si vous essayez de le faire par voilà, si vous essayez par la mer de Ross, ça peut marcher. Si vous essayez de le faire par la mer de Weddell, eh bien, vous avez de grandes difficultés, parce que vous vous trouvez dans la banquise. Et la banquise, ça ressemble à ça. Ça ressemble à tout et à n'importe quoi. Il y a des morceaux de glace qui flottent, qui sont parfois séparés par un peu de mer. Et ces morceaux qui flottent, c'est n'importe quoi. C'est de la glace, c'est de la mer gelée. Des fois de la mer gelée depuis plusieurs années. Donc c'est de la glace
salés, avec du sel dedans. Ce sont aussi des morceaux de glaciers de l'Antarctique, donc qui ont été faits avec de la neige. Cette fois-ci, c'est de l'eau douce. Hein. Donc, il y a aussi de la glace d'eau douce. Et puis, il y a beaucoup d'autres sortes de glaces. Hein. Moi, j'ai trouvé au fil des lectures jusqu'à 26 noms différents pour désigner les différents types de glaces qu'on trouve dans la banquise. Et par exemple, ce que vous voyez, cette matière grise, cette surface grise qui semble flotter sur la mer, eh bien, c'est tout simplement de la neige. C'est une couche de neige qui flotte sur la mer. Alors, c'est possible, ça, parce que la mer, c'est de l'eau salée, elle ne gèle qu'à moins 1,8 degré, et qu'à ces latitudes, il est très fréquent qu'elle soit en dessous de 0 degré. Et quand la neige tombe sur la mer, eh bien, elle ne fond pas de façon tout à fait naturelle. Elle forme une couche de neige et elle flotte. Ceci dit, avec cet ensemble de blocs de glace d'origines diverses qui sont poussés par les vents, si vous êtes coincé en bateau, comme c'est arrivé à l'Endurance, le bateau de Shackleton en 1914, eh bien, si vous êtes coincé entre ces blocs de glace et que le vent se met à pousser, eh bien, vous êtes mal parti parce que voilà ce qui reste au bout de quelques semaines, voici ce qui reste de votre bateau. Cet épisode est resté absolument célèbre, d'une part parce que ça a été filmé, et il y a un film qui s'appelle South, et regardez-le si vous en avez l'occasion, et d'autre part, grâce à des actions, au courage de tout l'équipage et à quelques actions héroïques tout à fait improbables, eh bien, l'ensemble de l'équipage a été entièrement sauvé après 1 an et demi passé en survie sur la banquise. Évidemment, pour nous, les choses ont été beaucoup plus simples. On est parti, on a pris un avion à Charles de Gaulle qui nous a emmenés à Los Angeles, Honolulu, Auckland et en fin de compte à Christchurch, où se trouve la base arrière du programme antarctique américain. Là, on nous a habillés pour nous protéger du froid avec la méthode des multicouches. Vous voyez qu'il y a jusqu'à 5 couches de gants pour protéger les mains ici. Et on nous a embarqués dans des avions militaires. Alors, ce n'est pas la première classe, c'est un peu la bonne franquette avec les bagages au fond. Alors ça, c'est à l'intérieur d'un C-141, c'est un avion avec des réacteurs. Et ça, c'est pour faire les 3000 km qui séparent Christchurch de McMurdo, dans lequel on s'arrête avant de repartir pour un nouveau vol pour aller jusqu'au pôle Sud. Alors, cette carte est orientée différemment de ce que je vous ai dit, parce qu'il fallait, ça tombe comme ça, et quand on regarde vers la Nouvelle-Zélande, eh bien là, on regarde avec le nord vers le haut. Alors, McMurdo, c'est sur l'île de Ross. Alors, la dimension de l'île de Ross, c'est 80 km, hein, ça passe un peu les échelles. Et McMurdo se trouve ici en bas de cette péninsule ici, qui est à la limite entre la mer de Ross, qui en fait vient jusqu'ici, mais qui est gelée. Donc c'est pour ça que sur cette image satellite, c'est en blanc. Et d'autre part, de la plateforme de glace de Ross, qui est ici. Et ces deux se rejoignent. Vous voyez, par satellite, on voit à peine la différence. Voilà McMurdo, tel qu'il apparaît, et qui est la plaque tournante des activités scientifiques et de la logistique scientifique américaine en Antarctique. C'est environ 1000 personnes en été, un peu plus de 1000 personnes en été. Donc vous voyez que c'est une petite ville, il y a même une église, il y a tout ce qu'il faut.
Mais ce sont essentiellement, ce sont pour beaucoup des gens, une partie des 3400 arrivants ou des 3500 arrivants qui chaque année transitent par McMurdo en route vers des sites scientifiques. Et en hiver, il n'y a que 250 personnes. McMurdo est surplombé par cette colline, qu'on appelle Observation Hill, et d'où sont prises les deux photos suivantes. Une photo, c'est de la piste d'atterrissage que vous voyez au premier plan, qui est sur la glace de mer. Donc, on a fait passer, c'est à cet endroit et à cette période, la glace fait plus de 2 mètres d'épaisseur, et des avions comme le C-141 peuvent atterrir sur son train d'atterrissage normal, sur ses roues, sur cette sur cette piste qui n'est ouverte que pendant la période où la glace est assez épaisse, ou s'il y a de la glace. Il arrive que ici, si on prenait cette photo à la fin de l'été, il arrive qu'on voit de la mer au moins sur le bas de la photo. Parce que derrière, ce que vous avez, eh bien, c'est un petit morceau de la plateforme de Ross qui n'est pas très épaisse à cet endroit, mais vous voyez le petit changement. Et derrière, à 40 km, vous voyez une île qui s'appelle White Island, où il y a des sommets supérieurs à 1000 mètres. Alors donc, piste d'atterrissage, un port aussi, que vous voyez, et vous voyez aussi 2 brise-glaces ici, qui viennent d'ouvrir un chenal pour permettre à des cargos de venir ravitailler McMurdo en été. Alors, à McMurdo, on nous a distribué un manuel de survie où, entre autres, on nous a expliqué tout le danger des crevasses partout où il y avait de la glace et de la glace en mouvement. Avec le cisaillement, eh bien, il se forme des crevasses qui ont des centaines de mètres de profondeur et auxquelles nous, heureusement, on n'a pas été confrontés. Mais les 2 expéditions qui, au début du XXe siècle, pendant la période qu'on appelle l'âge héroïque de l'exploration de l'Antarctique, ces 2 expéditions y ont été confrontées. Et de nombreuses personnes sont tombées dans des crevasses et n'ont dû à leur survie qu'au fait d'avoir été accrochées à leurs collègues et aux traîneaux qu'ils emmenaient avec eux. Alors, ces 2 expéditions, ce sont d'une part celle de l'expédition britannique, celle de Robert Falcon Scott, qu'on voit ici, et qui est parti de l'île de Ross, donc en fait de McMurdo. Il a construit une cabane qui existe toujours, et il est parti donc en direction du pôle sur la barrière de Ross. Et il a escaladé et il a monté par un glacier. Il est monté jusque sur le plateau antarctique et a atteint le pôle sud. La seconde expédition, c'est l'expédition. Alors, cette première expédition, l'expédition britannique, était une grande expédition scientifique. Il y avait des spécialistes, des glaciologues, des géologues, des climatologues, et elle comptait 65 personnes. L'autre expédition, qui était celle d'un petit pays, la Norvège, un pays récent, parce que la Norvège venait à peine de se séparer de la Suède, eh bien, elle ne comptait que 20 personnes, y compris l'équipage du bateau, et c'était l'équipe d'Amundsen, ici, et son seul but, c'était d'arriver les premiers au pôle sud. Alors, eux sont partis d'une indentation dans la plateforme de Ross, ici, et en fait, ils sont allés tout droit, tout droit. Ils n'ont pas fait le détour indiqué ici, c'est la ligne rouge. Ils sont en réalité allés tout droit jusqu'au pôle sud. Ils y sont arrivés le 14 décembre 1911 et vous voyez sur ces photos qu'ils ont employé des techniques et les méthodes des Esquimaux, des Inuits. Et Amundsen,
qui, dès l'âge de 16 ans, avait décidé de devenir un explorateur polaire, et s'est entraîné pour ça, eh bien, Amundsen avait par ailleurs, très jeune, fait le premier voyage par l'océan Antarctique entre le Groenland et l'Alaska, ce qu'on appelle le passage du Nord-Ouest. Et donc, Amundsen, donc c'est l'océan Arctique, oui, et et il avait adopté les techniques et en particulier appris comment faire pour diriger, pour faire tirer des traîneaux par les chiens du Groenland. Ce que Scott n'était pas capable de faire, il détestait absolument les chiens. Les chiens. Vous voyez Amundsen ici faire le point en mesurant l'angle entre d'une part le Soleil et d'autre part le reflet du Soleil sur un bain de mercure posé dans une poubelle ici, et vérifier qu'il est bien au pôle. Et avant de quitter le pôle, il a laissé une tente avec un message pour Scott. Ça, c'est l'équipage d'Amundsen de retour en Australie, avec ce sont les 5 qui sont arrivés au pôle Sud et qui sont revenus. Derrière, vous voyez les chiens, c'est sur le pont de son bateau, le Fram. Ils ont tous entre 35 et 41 ans, même si Amundsen paraît quelques années de plus. Scott, lui, avait employé des méthodes de voyage différentes. D'une part, en utilisant des poneys pour toute la partie du voyage qui était sur la plateforme de Ross, là où c'était plat, mais les poneys ne sachant pas escalader la chaîne transantarctique, après, ce sont les hommes qui sont mis à tirer les traîneaux. Et ce choix a peut-être été fatal. C'est un des éléments qui a entraîné l'issue fatale de cette expédition. On voit Scott et son équipe arriver devant la tente laissée par Amundsen au pôle Sud, arrivé un mois après lui, donc en janvier 1912. Et vous voyez l'équipe, la photo prise au pôle Sud, où si vous regardez bien les visages, vous voyez qu'il y a 2 personnes ici qui sont Wilson et Bowers, qui paraissent en bonne forme et dynamique, et 3 autres sur lesquels on voit déjà les traces de l'épuisement et de la malnutrition, parce que Scott, dans les rations qu'il avait prévues pour les hommes, c'est-à-dire 5500 calories par jour, n'avait pas compris, bien qu'il y avait des signes qui indiquaient déjà ça, il y avait des éléments qui lui auraient permis de comprendre, c'est qu'il fallait au moins 7 ou 8 000 calories quand on se livrait au noble sport de la traction des traîneaux par la force humaine. Pour nous, évidemment, les choses ont été beaucoup plus faciles. On est monté dans un C-130 Hercule de la Navy, qui assurait des voyages par avion en Antarctique. Et au bout de 3 heures de vol, on est arrivé au pôle Sud, à une altitude de 2800 mètres et par une température de moins 35 degrés. Alors, j'ai gardé cette photo de François Pajot, non pas pour vous montrer une photo de plus d'un C-130, mais pour vous donner une idée de ce qu'est le paysage en Antarctique, parfaitement plat et désolé. Vous me direz que si on retourne l'appareil photo de l'autre côté, eh bien, on se rend compte qu'au pôle Sud, eh bien, il y a une base permanente, qui est une base américaine, c'est la base Amundsen Scott, telle qu'elle était en 1984, avec son dôme caractéristique, qui n'existe plus aujourd'hui. Et il y a le point de cérémonie, où il y a les 12 drapeaux des pays qui ont signé le traité sur l'Antarctique en 1959,
traités dans lesquels les différents pays qui avaient des bases en Antarctique renonçaient à toute, au moins provisoirement, à toute revendication territoriale en Antarctique. Et ce traité qui a été mis à jour en 1950, en 1991 à Madrid, a maintenant 52 signataires et fait de l'Antarctique une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science, à l'exclusion de toute exploitation de ses ressources minérales. Cette base du pôle Sud, ici, est un endroit assez excitant et assez exaltant pour différentes raisons. Une raison, c'est qu'on marche sur 4 km de neige. Et ça s'entend quand on marche dessus. On a l'impression que ça résonne, parce que c'est une neige très dure, dans laquelle il y a une partie qui est en partie faite de neige. Il y a beaucoup d'air dans cette neige gelée, au moins près de la surface. Et d'autre part, le soleil est extrêmement haut sur le ciel. Le soleil est haut, il est, pour vous donner une idée, hein, 24 degrés au mois de décembre, 24 degrés au-dessus de l'horizon, c'est plus haut que au mois de décembre à Paris à midi, hein, sur lequel le soleil est seulement à 21 degrés. Et donc c'est un soleil qui éclaire violemment, qui en plus tourne de la droite vers la gauche, puisqu'on est dans l'hémisphère austral, et qui tourne à hauteur absolument constante. D'ailleurs, le pôle Sud est l'endroit de la Terre dans laquelle, et ça se passe au mois de décembre, l'illumination moyenne du Soleil pendant 24 heures est la plus élevée. Parce qu'il n'y a pas de nuit pendant 24 heures, à 24 degrés, faites les calculs et vous verrez, vous pouvez comparer avec ce qui se passe. Alors, nous étions, ça c'est une vue aérienne hein, avec le dôme, et nous étions logés, alors, dans le dôme, il y a des préfabriqués avec des lieux de vie, et en particulier pour le personnel permanent. Mais nous étions logés dans ces deux tentes qu'on voit ici. Alors, la tente était bien isolée, mais il y avait un seul chauffage pour cette longue tente. Donc, il y avait une partie où il faisait trop chaud et l'autre où il faisait trop froid. Nous avons dû attendre quelques jours l'arrivée de notre matériel. Et nous nous sommes mis au travail dès que nous l'avons eu, comme en témoigne cette photo. Ceci dit, pour aller à l'endroit où nous montions l'expérience, c'était à 5 km du haut du pôle, pour être sûr que nous n'étions absolument pas pollués par les différentes fumées et vapeurs de l'Antarctique. Et nous y allions par ces chenillettes, ce qui était normalement, ce qui ne présentait aucun problème, sauf quand on se trouvait avec du brouillard. Et à ce moment-là, on ne distingue plus aucun relief et les choses peuvent devenir très dangereuses. Et c'est par moins 30 degrés qu'on s'est mis à monter l'instrument. Alors, par rapport à la première image de midi, vous voyez qu'il y a sur l'image de gauche, on voit la partie qui est extérieure, la partie des midis qu'on a gardée à l'extérieur de cette cabane en bois. C'est-à-dire, c'est le télescope, hein, il faut bien qu'il soit à l'air libre. Et je peux vous dire que faire ce genre d'exercice par moins 30 degrés, ça pose quelques problèmes. Il y avait une partie de l'expérience qu'on a voulu garder à l'intérieur parce qu'il y a des électroniques dont on savait qu'elles marchaient en laboratoire et dont on n'était pas certain du tout qu'elles marchent bien par moins 35 degrés. Alors, l'expérience elle-même, montée ici avec son paravent, était reliée par des câbles électriques à l'ordinateur à l'électronique de commande qui se trouvait dans la cabane bleue. Et la cabane bleue, pour y accéder, eh bien, comme elle était enfouie sous la neige, il fallait y accéder par cette tranchée dans la neige. Alors, pourquoi cette cabane bleue est-elle sous la neige? Ce n'est pas une volonté délibérée. C'est simplement qu'elle a été installée là
il y a une douzaine d'années. Et par an, au pôle Sud, il tombe environ 30 cm de neige. Et comme il ne fait jamais il n'y a toujours que des températures négatives en Celsius, eh bien, la neige ne fond jamais. Si bien qu'année après année, elle s'accumule. Et au bout de 12 ans, cette cabane est sous le niveau de la neige. Et si vous la laissez là indéfiniment, ce qui n'est pas la politique prise, eh bien, elle va être complètement sous des couches, sous des épaisseurs de neige de plus en plus importantes, et elle va se trouver écrasée, et peut-être plusieurs centaines de milliers d'années plus tard, ou 1 million d'années plus tard, avec le lent mouvement des neiges vers le bord de l'Antarctique, vers les mers, peut-être est-ce que les restes de cette cabane émergeront et tomberont dans la mer. Mais pour le moment, on s'attend à ce qu'elle soit suffisamment stable pour qu'on puisse y installer notre ordinateur, notre électronique, qu'on puisse y faire y monter et tester le matériel. Ici, c'est le cryostat, c'est la partie la plus sensible. Et on y prend aussi des notes et on y tient le cahier de manip et on acquiert les données. Ça, c'est François Pajot, qui est toulousain maintenant, qui est chez vous. Et vous le voyez alors qu'il commençait sa thèse sur l'expérience Émilie. Et entre autres, il était chargé de s'assurer que toutes les données étaient bien enregistrées, parce qu'il en avait besoin pour sa thèse. Je saute quelques étapes et je passe à l'arrivée de l'hélium liquide, toujours par les C130 de la Navy. Alors, en fait, il s'agit du second bidon de 100 litres d'hélium liquide qui nous arrive. Et comme nous étions tous là à l'attendre, parce qu'avec le premier bidon, les choses ne s'étaient pas passées très bien, quand on avait voulu s'en servir, on s'était rendu compte qu'il n'y avait que 15 litres d'hélium liquide, alors que c'est des bidons de 100 litres, et qu'on attendait que malgré le long voyage qu'a fait l'hélium liquide depuis Los Angeles, on s'attendait à ce qu'il en reste une cinquantaine ou une soixantaine de litres. Donc on était tous très attentifs à ce qui allait nous arriver. Et je me suis immédiatement rendu compte en regardant, ça c'est un schéma d'un cryostat, hein, avec du vide à l'intérieur et une partie très froide à quelques Kelvin dans lesquels il y a l'hélium liquide. Je me suis tout de suite rendu compte que cette vanne ici, qui devait absolument être fermée pendant le transport, c'est écrit sur une étiquette ici, eh bien elle était ouverte. Alors, pourquoi doit-elle être fermée pendant les transports? C'est que quand on transporte un objet, eh bien, on peut s'attendre à ce que la pression atmosphérique varie, surtout s'il s'agit d'un transport en avion. Et à ce moment-là, si la pression atmosphérique augmente, eh bien l'air peut rentrer, et que la vanne est ouverte, l'air peut rentrer ici, et l'air, c'est de l'oxygène et de l'azote. Eh bien, quand il arrive dans les zones qui sont à une dizaine ou quelques dizaines de Kelvin, eh bien, ça devient de l'azote solide, de l'oxygène solide. Et vous formez des bouchons d'air solide. Avec des conséquences redoutables, c'est que la pression peut augmenter ici et ça peut créer une situation explosive. Alors, heureusement, j'ai tout de suite vu ça et j'ai dit que, attention, c'est une situation qui peut présenter des risques. Hein. Et à ce moment-là, le vide s'est fait autour de moi et autour du bidon de façon très rapide, sauf les quelques personnes de l'expérience qui étaient chargées, qui sont restées auprès du cryostat.
Et immédiatement, j'ai compris ce qui se passait et j'ai pu démonter la tête du cryostat, sortir le bouchon d'air solide. Et c'était la première fois que je voyais un bouchon de plusieurs kilos d'air solide comme ça. Euh, et en y repensant a posteriori, il semble bien que cette action a sauvé la suite de l'expérience, parce que ce bouchon d'air solide, au mieux, il aurait fondu et en tombant dans l'hélium liquide, aurait fait évaporer une bonne partie de l'hélium liquide dont la chaleur latente de vaporisation est extrêmement faible. Et c'est sans doute pour ça qu'on n'avait eu que 15 litres euh, la première fois. Et ça, on peut dire que grâce à cette opération, eh bien, pour le second voyage, nous avons eu 27 litres d'hélium liquide, ce qui s'est avéré suffisant pour faire des mesures. Alors, pourquoi ce bouchon, cette vanne était ouverte? Eh bien, tout simplement parce que le pilote du C-130 n'aimait pas qu'il y ait un réservoir fermé avec des choses qui pouvaient monter en pression dedans et trouvait que ce n'était pas, très bon pour la sécurité. Et donc, il avait fait la pire des choses qu'on pouvait lui faire, c'est-à-dire ouvrir le cryostat. Mais ce sont donc 27 litres d'hélium liquide qui sont arrivés à l'expérience et qui nous ont permis de commencer les observations. Et les observations, on s'est mis, comme on observait de façon en permanence, 24 heures sur 24, on s'est mis en 2 équipes de 3 pour surveiller le fonctionnement et le bon fonctionnement et la qualité des mesures qu'on faisait. Et au bout de 5 jours de mesures, eh bien, on est tombé en panne d'hélium liquide. Ça nous a fait 120 heures d'observation et c'était 3 fois moins que ce que nous avions espéré. Et sur ces 120 heures, évidemment, il y avait une partie qui a été perturbée par la couverture nuageuse, et il y a même eu un peu de neige. Et puis, il y a eu aussi quelques ennuis techniques. Mais tout ça, c'est la vie normale des astronomes, de l'observation astronomique. Les données ont été traitées essentiellement par Richard Visper et François Payon. Et voilà un résultat typique pour une quarantaine de balayages à élévation constante faits sur le ciel. Et on voit, alors la première information qu'il y a dedans, c'est que chouette, on voit le disque galactique. Et pourquoi on était très content? Eh bien, c'est que dans les données qu'on avait obtenues à Hawaï, vous avez eu l'image de l'expérience Lily installée à côté du télescope de 360 à Hawaï. À Hawaï, on n'avait rien eu. On n'avait rien réussi à sortir du bruit d'atmosphère. La seconde partie, c'est qu'en dehors du pic, on voit le bruit d'atmosphère, qui n'est pas le bruit intrinsèque de la manie. Le bruit intrinsèque est plus faible que ça. Et il y a d'une part cette composante à très basse fréquence spatiale, ici ça fait environ 45 degrés de balayage à élévation constante. On a d'une part ce gradient de brillance du ciel, c'est l'émission thermique du ciel qu'on voit, et puis d'autre part des turbulences, des fluctuations. Donc, en plus de l'information astronomique, de la mesure, on a l'information sur le ciel. Et alors que l'information astronomique, on a un point de plus pour la mesure de la brillance de la galaxie, dans un domaine de longueur d'onde où on n'avait absolument rien. Donc, on fait beaucoup de choses en astronomie pour avoir ce genre de résultat, même si c'est pas ça qui va bouleverser les connaissances du ciel.
Mais par contre, la mesure du ciel du pôle sud, ça a eu des conséquences absolument considérables. Parce qu'en montrant que le pôle sud était bien meilleur que Hawaï, ça veut dire qu'il était sans doute le meilleur site du monde, au moins le meilleur des sites testés jusque-là, pour le domaine submillimétrique. Et que ça, c'était en été, alors que l'atmosphère était à moins 30. Et en hiver, où on a une atmosphère qui est 30 degrés ou 40 degrés plus bas, à moins 50, moins 70, eh bien, il y aura beaucoup moins d'eau dans l'atmosphère, donc on aura un site bien meilleur. Et c'est cette expérience primordiale d'Émilie qui a été l'ancêtre, le précurseur de ce qui est devenu un observatoire permanent au pôle sud, avec 4 télescopes qui fonctionnent de façon permanente. Dans ces 4 télescopes, il y a entre autres le South Pole Telescope, qui fait 8 mètres de diamètre, à comparer avec les 50 cm d'Émilie, et qui a contribué à ce résultat extraordinaire, qui est l'observation d'un trou noir fait par un ensemble de télescopes montés en interféromètre, ce qu'on appelle l'Event Horizon Telescope Network. Et vous vous souvenez de ce résultat, de cette image extraordinaire d'accordement. Et ici, vous vous souvenez du cryostat de 100 litres qui débarquait du C-130. Eh bien, voilà l'arrivée des dômes liquides sur l'observatoire du pôle sud, qui a été nommé d'ailleurs du nom de Pomerance. Mais en sachant que, tout en sachant que le pôle sud était le meilleur site au sol, on a appris que c'était quand même l'atmosphère qui limiterait la sensibilité des observations astronomiques, au moins dès qu'on aurait besoin d'avoir des images des images d'une partie importante du ciel. Et donc, l'accès à l'espace était devenu une évidence, une nécessité pour faire de l'astronomie submillimétrique. Et dès 1986, le CNRS et le CNES, avec des équipes ayant participé à Émilie et à Edouard, se sont lancés dans le projet Pronaos d'un télescope de 2 mètres embarqué en ballon stratosphérique, donc à 30 km d'altitude. Et cette fois-ci, avec des bolomètres refroidis à 0,3 Kelvin. Et il y a des résultats significatifs. Ça a été un bon précurseur des observatoires spatiaux comme Herschel, et aussi de Planck, un projet qui a été proposé dès 1993 par des gens de l'équipe Émilie. Et le satellite Planck a été lancé en 2009. Et 4 personnes, 4 chercheurs de l'équipe Émilie ont joué un rôle critique, un rôle essentiel dans Planck. Alors, Planck, c'est 9 bandes réparties entre 3 mm et 10 mm de longueur d'onde. 9 bandes si on comprend les 3 bandes de l'instrument basse fréquence. Et ces 9 bandes permettent de séparer les différentes composantes. Et en particulier d'avoir cette carte d'une précision extraordinaire de l'univers, de ce qu'on peut voir de l'univers quand il y avait seulement 400 000 ans d'âge après le Big Bang. Et la statistique de cette carte nous renseigne avec une précision remarquable sur l'histoire, la géométrie et le contenu de l'univers. Et en plus de cette carte, on peut identifier et séparer les différentes composantes qu'il y a dans le ciel. On obtient de nombreuses cartes de composantes comme celle, par exemple, de la poussière du milieu interstellaire,
et on voit notre galaxie ici. Vous voyez qu'on fait infiniment mieux que Émilie. Une fois donc cette expérience faite, eh bien, il nous restait à plier bagages et à repartir toujours par un C-130 pour un voyage que nous croyons a priori sans histoire, mais qui en fait s'est révélé un peu plus mouvementé, puisqu'on a eu droit à une panne de moteur en cours de route sur le chemin vers McMurdo, et on a eu aussi droit à, il a fallu 4 tentatives pour qu'on arrive à décoller de McMurdo. Ça vient du fait qu'il y avait de la neige fraîche sur la piste. Mais ça a été tout à fait assez sportif, presque sans sport, de décoller de McMurdo. Et ça nous a rappelé que l'Antarctique était toujours un endroit où ce n'est pas anodin d'aller. Et en cherchant sur Internet, j'ai trouvé ce bilan fait par un des pilotes qui était en activité quand nous on y était, en 1984, par Robert Tappel, qui explique que pendant les 45 ans pendant lesquels la Navy a fait des opérations aériennes en Antarctique, eh bien, ils ont quand même, il y a eu de nombreux accidents et ils ont quand même perdu 25 hommes pendant ces opérations. L'Antarctique est toujours un endroit où c'est pas simple. Et par contraste, le voyage du retour, auquel peut-être on avait l'esprit libéré après avoir fait notre expérience, a été un voyage absolument extraordinaire. On y a vu par exemple ce genre de grands glaciers faisant des kilomètres et des kilomètres de large et sans doute une centaine de kilomètres de long. On a vu ce mouvement des glaces avec la glace coulant et pour alimenter ces glaciers et faire des cascades de glace. Cascades de glace qu'on a d'ailleurs survolées à basse altitude. Et vous voyez ici l'ombre de l'avion sur ces cascades de glace. Et c'est certainement plus confortable d'être dans un avion que d'être en train de tirer des traîneaux pour se débrouiller dans ce genre d'obstacle. Comme ça a été le cas, à la fois pour l'équipe de Scott et celle d'Amundsen. Et donc on revient aux glaces et à l'Antarctique. Alors je m'aperçois que j'ai été long, que j'ai pris un peu de retard et je vais essayer d'accélérer. Je dépasse l'heure qui m'était attribuée. On sait ce qu'il y a sous la glace et on a une carte du socle rocheux sous la glace grâce au grand projet BETMAP qui a été commencé dans les années, à la fin des années 90. Et ça, essentiellement, grâce à des mesures faites en avion avec, par sondage radar. Et par radar, on arrive à avoir ce genre de coupe. Vous avez cette coupe qui fait 250 km de long, ici, et qui permet de voir toute l'épaisseur de la glace à l'échelle en altitude a été dilatée d'un facteur 50. Et vous voyez les 3 km d'épaisseur de glace avec le socle rocheux ici. Et ceux qui arrivent à lire l'échelle d'altitude voient qu'une partie de ce socle rocheux est en dessous du niveau de la mer. Et quand on fait une carte du socle rocheux, tout en bleu ici, est en dessous du niveau de la mer, eh bien, vous voyez qu'une grande partie de ce continent est plutôt un archipel d'îles tel qu'on peut le voir maintenant. Ceci dit, si on enlevait toute la neige d'Antarctique, ce continent remonterait un peu, il y aurait plus de terre. Et une surprise aussi qu'on trouve en faisant la littérature scientifique actuelle,
c'est que sur ce continent, eh bien, il y a un réseau hydrologique. Il y a des rivières qui coulent. Il y a aussi des lacs, hein, ce sont des petits ronds bleus, dans des lacs très importants. Et comment est-ce possible qu'avec une glace qui est à moins 30 ou moins 60 degrés en surface, eh bien, on se trouve avec de l'eau à l'interface entre la glace et le sol? Eh bien, c'est à cause du chauffage par l'énergie géothermique. Et on se trouve en face d'un système qui régule d'une certaine façon l'épaisseur du manteau de glace au-dessus de l'Antarctique. Et ça fait que la couche de glace ne fait pas 10 km, parce que d'une part, il y a 10% de la neige qui tombe, qui s'évacue en eau liquide par le réseau liquide, et d'autre part, le fait même qu'il y ait des liquides ici, ça accélère les mouvements de la glace vers les bords du socle rocheux, ici, dans les bords du continent. Alors, je vous parlais des mouvements. Ici, c'est une carte des mouvements de la glace en surface qu'on doit à un Français, à Éric Rignot, un Français qui travaille aux États-Unis, et avec un code de couleur. Tout ce qui est en jaune ou en bleu, ce sont les mouvements lents. Par exemple, au pôle sud, le mouvement des glaces est de 11 mètres par an, ce qui oblige à dépasser le point de cérémonie un petit peu tous les ans. Et par contre, aux alentours, sur les bords de l'Antarctique et sur les plateformes de glace, eh bien, la vitesse des glaces arrive à 4 km par an. Et pour un glacier, 4 km par an, c'est quelque chose de tout à fait rapide. Qu'advient-il? Maintenant, je vais traiter la question de ce qu'il advient de cette glace quand elle arrive au bord de la mer. Ici, quand elle arrive au bord du continent et quand elle arrive au niveau de la mer. Eh bien, ça dépend de la température de l'eau. Si la température de l'eau est inférieure à 0 degré, ce qui est le cas en bleu ici, eh bien, un glacier qui arrive se transforme en glacier flottant. Et il peut se passer deux choses. D'une part, si le glacier est isolé, eh bien, il forme une langue de glace, comme ici la langue de Brougalski, qui fait une centaine de kilomètres de long, 25 kilomètres de large et qui doit faire 300 à 400 mètres d'épaisseur. On voit même ici la falaise de la partie qui sort de l'eau, la partie émergée de la plateforme de glace, ici. Et par contre, s'il y a plusieurs glaciers qui arrivent simultanément, et ça, c'est vous avez la chaîne antarctique ici, et des glaciers débouchant sur la plateforme de Ross, ici. Ici, c'est le glacier Burnmore qui fait une centaine de kilomètres de long et par lequel Scott est parvenu est parvenu au plateau antarctique. Eh bien, à ce moment-là, cette plateforme progresse de façon, forme une plateforme continue de glace et arrive en bout, se termine par ce qu'on appelle une grande barrière de glace. Ici, c'est ce qu'on appelle la barrière de Ross, hein, ou la grande barrière de glace. Et il y a toujours la partie émergée qui fait une cinquantaine de mètres. Et cette grande barrière de glace fait environ 800 km de long. Et quand la mer gèle, on arrive à ce genre de spectacle où on peut voir des gens qui marchent sur la mer gelée et en bas de ces falaises tout à fait spectaculaires. Ça ne nous dit pas comment cette barrière relâche sa glace. Eh bien, ça relâche la glace par de très gros icebergs tabulaires. Ce sont des morceaux de cette plateforme de glace qui se libèrent.
quand je dis des très gros morceaux, par exemple l'iceberg B15 ici, 240 km de long, 50 km de large, c'est un gros morceau, environ la surface de la Corse, hein, et il doit avoir 400 à 500 mètres d'épaisseur. D'ailleurs, ça, l'image précédente, c'était, on voit l'iceberg en train de se détacher. On est en mars 2000, et cet iceberg ensuite s'est cassé en morceaux. Vous avez B15A, B15K, B15J, et puis les B15A, B, C, etc. sont partis ailleurs dans la mer de Ross. Et ça, c'est une photo qui est prise 5 ans plus tard. Et ces morceaux vont d'une part empêcher, vous reconnaissez l'île de Ross sur cette magnifique image radar, vous reconnaissez la forme de l'île de Ross et McMurdo ici, eh bien, vont empêcher l'approvisionnement par bateau de l'île de Ross cette année-là, et d'autre part vont venir faire quelques dégâts en venant emporter quelques milliers de kilomètres carrés de la langue de glace de Drougalski ici. Quant à ce petit morceau B15K, j'en ai une photo. Vous voyez qu'un croisiériste offre le champagne à ses passagers qui l'a emmené par hélicoptère au sommet de B15K. Et ça, c'est pour vous dire qu'en été, si vous êtes prêt à payer assez cher, eh bien, vous pouvez faire de magnifiques croisières et que le nombre de touristes en Antarctique en été est actuellement supérieur à celui des scientifiques. Maintenant, qu'arrive-t-il quand la glace arrive dans de la mer chaude? C'est ce qui est le cas ici. Eh bien, je ne sais pas si le film va passer, je pense qu'il passe un peu par saccade, mais ce que vous voyez, c'est le sort naturel d'un glacier qui arrive dans une mer supérieure à 0 degré. La mer attaque le glacier par en dessous, qui s'effondre dans des vélages absolument spectaculaires. Et ça, c'est le sort normal d'un glacier. En voyant ça, on peut se poser la question de savoir si actuellement, comme au Groenland, les glaciers vont plus vite qu'il y a une cinquantaine d'années à cause du réchauffement climatique. Et il se trouve que la réponse de l'histoire des températures et du réchauffement climatique se trouve en partie enregistrée dans les glaces de l'Antarctique. Vous voyez ici une carotte de glace qui est prise, qui correspond à des couches de neige déposées il y a environ 20 000 ans. Eh bien, on voit ici les traces d'une éruption volcanique qui a eu lieu il y a 21 000 ans. Mais il y a la mémoire, il y a un autre type de mémoire, qui sont d'une part la mémoire de la composition de l'atmosphère, et en particulier de la composition en gaz à effet de serre, qui sont dans les bulles de gaz prisonnières dans la glace. Et d'autre part, il y a une mémoire de la température, parce que la composition isotopique de la glace, à cause des qualités physiques, des propriétés physiques légèrement différentes de l'eau ayant d'oxygène 16 et d'oxygène 18, eh bien, la composition isotopique de la glace dépend de la température à laquelle se sont formés les flocons de neige. Et quand on trace ces deux mémoires sur un seul graphique, eh bien, on voit que le CO2, la concentration en CO2 et la température suivent des courbes qui sont extrêmement similaires. Et pour vous donner une idée de la situation maintenant, eh bien, on a une concentration de CO2 qui n'est pas aux alentours de 280 ou 300 parties par million,
mais en 2019, nous étions plutôt autour de 400 et un peu au-dessus de 400 parties par million. Ce qui explique pour l'essentiel le réchauffement climatique qu'on a. Réchauffement climatique dont on peut se demander donc s'il va faire que la calotte glaciaire antarctique va faire. Si ça se produit, ça ne se produira pas tout de suite. Il va falloir des centaines et sans doute des milliers d'années pour que cette calotte glaciaire tombe. Mais les dernières mesures de fait montrent une accélération rapide, une accélération importante de la fonte des glaciers tels que ceux qu'on a vus dans les images dans le film précédent, et qui fait qu'on attend pour le siècle qui vient, à la fin en 2100, on attend qu'il y ait une élévation du niveau de la mer qui soit d'au moins 1 mètre et peut-être même de 2 mètres. Alors, si toute la glace de l'Antarctique fondait, eh bien, le niveau des mers augmenterait de 60 mètres. Mais déjà 2 mètres, c'est quelque chose qui serait dramatique pour des pays comme le Bangladesh, par exemple, qui est un pays extrêmement plat. Et je ne peux pas vous parler de réchauffement climatique sans vous dire que ce n'est qu'une des conséquences des activités humaines actuelles sur Terre et que sans évoquer le fait de l'extinction de masse des espèces auxquelles on assiste actuellement et qui est un des problèmes auxquels seront confrontés la génération de nos enfants et petits-enfants. Pour terminer, je vous montrerai l'image du lever de soleil 2014, parce qu'il y a on peut le suivre. Il y a un lever de soleil par an sur l'observatoire Martin Pomerantz. Et avec toutes mes excuses pour avoir débordé à ce point-là de l'horaire, je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Merci bien. Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel pour ce petit voyage sur le continent antarctique. Donc, je vous propose, ah oui, alors d'abord j'avais oublié de préciser qu'il y a un document qui est en partage, qui est une bibliographie donc de la mission Émilie. Vous pouvez normalement le télécharger. Toutefois, s'il y a d'autres documents où on pourra vous faire parvenir d'autres documents qui seront donc diffusés par mail. Et également la rediffusion en vidéo. L'enregistrement a été fait donc est fait en direct et vous aurez la possibilité de revisionner la conférence. Vous aurez le lien de toute façon disponible. Donc là, je vous propose de commencer la séance des questions. Alors, vous avez deux moyens. Vous avez un bouton questions et un bouton chat. Peut-être c'est mieux d'utiliser le bouton chat. Enfin bon, je sais, j'ai pas de préférence, mais peut-être ce serait mieux de se regrouper tous sur l'option chat. Donc, on vous laisse donc libre de poser vos questions maintenant. Alors, je regarde en même temps. Si je vois les questions apparaître, il n'est pas très facile non plus. Alors, ah oui, alors attendez, ça y est, je vois pas.
Un grand merci pour cette conférence. Alors, j'ai du mal à manipuler les chats. Voilà. Alors, je regarde si jamais il y a des questions qui apparaissent. Je regarde mon mail si jamais il y a un problème. Hop. Alors, Jean-Michel, je ne sais pas si vous pouvez accéder au bouton questions et chat. Moi, j'y accède, mais je ne vois pas apparaître de questions pour l'instant. Non, donc c'est pas. Moi non plus. Oui. Peut-être les participants peuvent-ils essayer avec le micro, ou peut-être est-ce Alors, que on a tellement débordé qu'on n'a plus de questions. je peux inviter des gens aussi, hein. À ce moment-là, il faut qu'ils se manifestent en. Normalement, il y a une petite main qui. Il y a, je peux passer le micro aux personnes, enfin, chacun à son tour, mais pour l'instant, je n'ai pas de manifestation alors, ou d'appel. Alors, je regarde encore, question. À 12h26, il y a Annie Hugues. Est-ce que tu vois cette ligne? Bon, alors, s'il y a un problème technique. Vous pouvez m'appeler, enfin, ouais, je sais pas si je vais donner. Alors ça, c'est l'organisateur. Normalement, vous devez voir apparaître aussi les questions, mais alors là, pour l'instant, je n'arrive pas à en Bon, voir. eh bien, Ouais, comment ça se fait? Question. Ouais, j'ai branché ma caméra, mais c'est pas ça qui va changer grand-chose. Il y a peut-être un problème. bon, ben, Alors, je regarde. et Ah oui, alors voilà, une question de Nicolas Breil. Ah oui, je l'ai peut-être pas vu apparaître. Oui, voilà, voilà les questions, elles arrivent. Merci pour cette conférence. Avez-vous fait d'autres excursions après 1984 et la mission Émilie? alors, d'autres d'autres expéditions en Antarctique, non. Bien que les astronomes voyagent beaucoup à différents endroits, y compris pour lancer des ballons stratosphériques.
mais on peut dire que j'ai fait ce que je vous ai présenté sur l'Antarctique résulte d'un voyage virtuel à travers la littérature scientifique pour une grande partie, et que ce que je vous ai présenté était largement inconnu en 1984. Alors, une autre question de Clément Strauss. Est-ce que la carte du fond diffus cosmologique est bien comprise ou est-ce qu'elle est encore étudiée? Alors, elle est bien comprise sur l'essentiel de ces aspects, et il y a des dizaines et des dizaines de publications, pour ne pas dire des centaines, qui utilisent cette carte et les résultats de cette carte. Hein. Et on arrive maintenant à, on peut dire qu'on est rentré grâce à cette carte dans une connaissance de l'histoire de l'univers dans lesquels les paramètres principaux sont connus avec une précision de l'ordre du pourcent. Les paramètres principaux, c'est par exemple l'âge de l'univers, la taille de l'univers observable, la nature ou la composition, la façon dont se répartit la composition de l'univers, etc. Donc, on peut dire que cette carte a amené à apporter une riche moisson de résultats. Alors, il y a une question de Francis Jarret. Est-il possible d'effectuer des mesures similaires à Émilie, à la mission Émilie, à bord de l'ISS, la station spatiale? Alors, similaire à celle d'Émilie, on peut en faire certainement de bien meilleures que celle d'Émilie, parce que Émilie était limitée entièrement par l'atmosphère au pôle sud. Par contre, à bord de l'ISS, on le sait parce qu'on a étudié ça, le fait que l'ISS soit sur une orbite basse, et il y a des problèmes thermiques extrêmement sérieux, et il y a aussi le rayonnement parasite de la Terre, dont une partie arriverait sur les détecteurs. Et on n'arriverait pas à faire des mesures aussi bonnes qu'avec le satellite Planck, qu'on a envoyé, lui, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, pour être débarrassé de tous ces problèmes de rayonnement parasite. Alors, il y a Didier Barret qui voudrait poser une question, mais il voudrait que je lui passe le micro. Alors, j'essaye, Didier. Voilà. Non, je ne sais pas si je peux le faire. Est-ce que c'est parce qu'on est en version test ou quoi? Ah, hop. Hélas, je ne vois pas. Didier, je suis désolé. Est-ce que tu peux te chatter? C'est dommage. J'aurais bien aimé t'entendre en vrai, entendre ta voix, mais là, j'ai l'impression qu'on n'a pas. Le son a été coupé par l'organisateur. Cliquez ici. Ah, si. Ah. Oui, Didier, tu peux Oui, parler. Ouais, super. Désolé, super. Merci Yves. Merci pour cette excellente conférence, très intéressant. Effectivement, j'ai un collègue qui était partie prenante dans cette exposition, la personne de François Pajot, et ça m'a fait plaisir de voir des photos de lui quand il était jeune. Magnifique. J'avais une question. Justement, est-ce que l'empreinte carbone de toutes ces installations qui deviennent de plus en plus gigantesques au pôle sud, est-ce qu'elle est estimée? Est-ce que des mesures sont prises pour réduire Alors, au maximum?
Alors, je n'ai pas entendu toute la question, mais je crois l'avoir comprise, c'est sur l'empreinte carbone. L'empreinte carbone est un souci important des institutions qui travaillent en Antarctique. Et en particulier, quand on regarde les images d'un C-130 en train de décoller, eh bien, on voit beaucoup de fumée noire et c'est pas très enthousiasmant. Et une des choses qui ont été faites, alors d'une part, McMurdo est approvisionné essentiellement par bateau, ce qui est quand même moins cher au point de vue empreinte carbone que par avion. Et d'autre part, pour approvisionner la base, c'est la base du pôle Sud, la base d'Amundsen Scott, eh bien, il y a une autoroute polaire qui a été installée à partir de 2004. Hein. Alors, pour faire cette autoroute polaire, il a quand même fallu 5 ans, parce qu'il y a le problème des crevasses, et donc il y a une navigation absolument rigoureuse qui doit être prise. Et on trouve des traces, alors donc je vais rajouter ça, on peut voir sur YouTube des images de ces transports de marchandises sur cette autoroute de glace et dans lequel on voit des tracteurs qui traînent, et pour tous ces carburants, c'est sous la forme de grosses vessies qui glissent sur la glace. Et il y a un gros travail qui a été fait pour diminuer la consommation de cette autoroute des glaces. Et ça vaut le coup d'œil. Hein. Et donc, je mettrai des références accessibles par Internet. Merci. Voilà. Alors, il y a Martin Giard qui pose la question concernant le protocole de Madrid et son extension à l'espace. Ah, est-ce que Martin est au courant de son extension à l'espace? Moi, je ne suis pas au courant de son extension à l'espace. Alors, Et ce serait peut-être une bonne chose à faire. Et ouais, ne devrait-on pas commencer à discuter d'un protocole de Madrid pour l'espace? Alors, bon, voilà, c'est sa question. Éventuellement, je peux, Martin, si tu es en ligne, je peux te donner le micro si tu veux. Voilà. Attends, est-ce que ça marche? Voilà. Martin? Ah, il est toujours là, Martin. Éventuellement, tu peux brancher ton micro, tu as le droit de parler. Peut-être ça sera plus simple pour échanger. Non, alors, ah, Martin, tu es là. Il essaye de parler et apparemment ça passe pas. Pourtant, je t'ai donné. Bon, bah, éventuellement, tu peux chatter si tu as le courage de rajouter du texte. Ah, en tout cas, moi, je peux dire pendant que Martin essaie de se brancher qu'en ce qui me concerne, je suis tout à fait favorable à non pas une extension du protocole de Madrid, qui est quand même très spécifique, parce que les ressources minérales dans l'espace, contrairement à ce qu'a raconté quelqu'un, c'est pas la chose qu'on puisse espérer le plus fructueux. Mais compte tenu de ce qui se passe avec les satellites des centaines de satellites lancés par SpaceX actuellement, on pourrait dire qu'avoir un accord international sur l'utilisation de l'espace et une limitation de ce qu'on peut lancer, ça prend un caractère urgent actuellement. bon,
Je suis désolé, Martin, je ne comprends pas ce qui se passe. Oui, il y a un problème de micro. Je fais encore un petit essai. Le bouton, il bascule à chaque fois, il me laisse pas l'autorisation. Je vois pas très bien ce qui se passe. Bon. Alors, il y avait d'autres questions. Si tu veux compléter. Alors, bon, peut-être on reviendra vers Martin. Il y a une question de Sidiko Sanogo. Alors, vous dites qu'il faut atteindre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années pour que tout fonde en Antarctique, même au rythme de fonte qu'on a vu dans la vidéo, sachant que les mesures de réduction d'émissions de gaz à effet de serre peinent à être mises en œuvre. Alors, oui, je ne sais pas exactement la question. Oui, est-ce que c'est une confirmation qui demande comme quoi des centaines de milliers, des centaines, voire des milliers d'années sont nécessaires pour que l'Antarctique fonde entièrement, malgré le fait qu'on a de fortes émissions de gaz à effet de serre. Il voudra peut-être une confirmation sur ça. Alors, je voudrais souligner que les choses, ce sont des phénomènes extraordinairement complexes. Et vous avez sans doute noté que quand j'ai parlé de la base du pôle Sud, j'ai expliqué que c'était l'endroit où l'éclairement du soleil par jour atteignait les valeurs les plus élevées, plus fortes en décembre au pôle Sud qu'à l'équateur. Ce qui veut dire que si on transportait d'un coup de baguette magique un petit bout d'équateur à la latitude de l'Antarctique, eh bien, avec la végétation et l'atmosphère correspondante, eh bien, la température d'équilibre serait sans doute de 40 à 45 degrés pendant cette courte période. Ça montre, de dire ça, ça montre à quel point les phénomènes peuvent être complexes et peuvent être non linéaires. Et on voit ça, par exemple, sur les glaces de l'Arctique actuellement, où l'apparition de zones dépourvues de glace, ça fait que le rayonnement solaire, au lieu d'être réfléchi vers le ciel, eh bien, est absorbé et transformé en chaleur. Donc, moi, je fais partie des gens qui sont extrêmement méfiants sur les projections qui sont faites avec des modèles linéaires. Et d'ailleurs, il y a les gens qui s'occupent de ces problèmes pensent qu'on arrive sur Terre alors que jusqu'à présent, la Terre a relativement bien supporté un certain nombre de contraintes qu'on lui a mises. Il se pourrait qu'on arrive à des points de bascule pour certains paramètres où les choses, on se retrouve avec une rétroaction positive, ce qui accélérerait les phénomènes plutôt que de les retarder. Merci Jean-Michel. Alors, une question de Benjamin Kitambo. La voici. Tenant compte de l'environnement extrêmement froid en Antarctique, comment a-t-on pu mettre en évidence le réseau hydrographique couvert par une épaisse couche de neige? Eh bien, d'une part, par des sondages radars, quand vous trouvez en face d'une zone tout à fait plate et avec une réflexion forte, c'est que c'est peut-être qu'on a un lac d'eau liquide. Hein. D'autre part, on voit sortir à certains endroits, on voit sortir en mesurant la salinité de l'eau, on va sortir des eaux qui sont visiblement des eaux de fonte. Hein. Et enfin, on fait des sondages, c'est-à-dire on fait un forage pour sortir de la glace. Et quand on tombe sur de l'eau,
eh bien, c'est qu'on est au-dessus d'un lac. Et en plus, sur les forages qu'on fait, on voit bien que la température, quand on approche du socle rocheux, la température approche de 0 degré. C'est un ensemble d'observations convergentes et qui ont permis d'établir ce réseau hydrographique dont j'ai montré une image grossière. Merci. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Je ne crois pas. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Bon, j'attends encore un petit peu. Alors, bon, ben, j'espère qu'en tout cas, enfin, en attendant éventuellement une dernière question, j'espère que la qualité vidéo et audio a été bonne pour tous. Enfin, bon, vous pouvez envoyer vos remarques dont on tiendra compte pour la prochaine fois. Bon, on est en train de tester un autre logiciel actuellement et donc vous aurez la possibilité de revisionner ou vous proposer à des gens qui n'ont pas pu être présents de revisionner la conférence. Et puis, bon, s'il y a d'autres documents à faire parvenir, Jean-Michel, hein, on pourra le faire parvenir à la liste des participants. Il n'y a pas de problème. Que dire de plus? Et oui, je peux dire que je rajouterai sur le document, téléchargeable, je rajouterai ce que j'aurais dû faire déjà, mon adresse email, au cas où des gens auraient des questions ou voudraient prendre contact. Oui, de toute façon, bah, je pourrais le faire par ailleurs, hein, il n'y a pas de problème. Hein. S'il y a des questions, Ce serait bien, je pense que. Oui, c'est une très bonne idée. Voilà. Juste si je... Ah, une question, une très bonne question, peut-être pour finir, ou enfin, à moins qu'il y en ait une autre derrière. C'est Bruno Cabasson. L'ère des pionniers est-elle résolue? Je pense que l'âge héroïque, cette ère des pionniers, avec les trois grands noms que j'ai évoqués, est, est plutôt révolu. Hein. Alors, je sais que c'est la mode de dire j'ai traversé l'Antarctique à pied et de se faire déposer assez loin en avion et ravitailler à différents endroits sur le trajet pour dire eh bien, je suis allé en Antarctique à pied. Je pense que c'est pas intelligent de faire ça parce que l'Antarctique, même pour les gens qui doivent y travailler, déjà est quelque chose de dangereux. Et aller secourir des gens en avion hein, qui lancent c'est aussi quelque chose qui peut être dangereux. Atterrir en avion dans des zones non connues, non balisées, ça donne le genre d'image que j'ai montré avec des C-130 qui sont plus par-dessus tête. Donc moi je pense que l'ère des pionniers à proprement parler est finie, ce qui ne veut pas dire que l'ère de la science nouvelle en Antarctique soit terminée. Et on sait, il se passe des choses très intéressantes, par exemple, sur la base franco-italienne de Concordia, où il y a des gens qui vont essayer de remonter dans le temps sur l'histoire du climat jusqu'à 1,5 million d'années, et ce qui serait un progrès considérable par rapport aux 800 000 ans qui sont la limite actuelle, parce qu'il y a visiblement eu un changement de régime il y a 1 million d'années. Voilà. Et il y a des choses passionnantes. Il y a encore de l'astronomie à faire en Antarctique et il y a de l'étude du climat et différents types de sciences.
Très bien. Je regarde s'il y a d'autres questions. J'ai l'impression qu'il y en a plus. Bon, bah écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. On peut peut-être conclure là, en vous remerciant encore beaucoup. Et donc, on fera transmettre les documents complémentaires hein, dès que possible, s'il y en a. Et de toute façon, on a la liste des participants. On pourra faire cette diffusion sans problème pour la phase suivante hein, de communication. Donc voilà. Je vous remercie à tous. Et alors le prochain séminaire, on ne sait pas encore si ça sera en visio, ça sera le 22 septembre. Et donc Éric Calais de l'ENS de Paris qui nous parlera de sismologie et du fameux dramatique séisme de Haïti de 2010. Voilà, bon bah écoutez, merci encore beaucoup Jean-Michel. Et, merci à tous. Et bonne fin de journée, et bon été, hein, puisqu'on n'aura pas de séminaire d'ici la rentrée. Voilà. Au revoir. Au revoir à tous.